Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous, bienvenue à Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous allons retourner sur les bancs de l'école. Nous allons nous demander quelle est la place à donner aux technologies de l'information, les ordinateurs, mais aussi les téléphones intelligents, les tablettes. À l'heure où le Québec équipe ses écoles de TBI pour tableaux blancs interactifs et que les ordinateurs portables font leur entrée dans les classes, la plupart du temps, les tablettes, les cellulaires personnels restent dans les casiers à double clé. Ne pourrait-on pas les utiliser aussi pour stimuler l'élève et l'accompagner dans son enseignement bien au-delà de la classe? Il est vrai que beaucoup de questions subsistent. Est-ce que les technologies peuvent réellement améliorer l'éducation? Est-ce que cela ne risque pas de détourner les jeunes de la lecture? Peuvent-ils encore apprendre sans Google et Wikipédia? Et qu'en est-il de l'art du code, de la programmation? Une chercheuse québécoise pense qu'il ne faut pas tabletter la technologie. Bien au contraire, la technologie serait porteuse d'autonomie et donnerait même aux élèves des responsabilités dans leur apprentissage qu'ils n'avaient pas auparavant et qui leur seraient profitables. Sa lettre d'opinion a fait le tour des journaux québécois. Alors, la place de la technologie en éducation, c'est le sujet d'aujourd'hui. Nous avons en studio la professeure à la faculté de génie et d'informatique de l'Université Concordia, Nancy Assémian. Elle est l'auteure de la lettre d'opinion publiée donc dans Le Devoir, le Think Tank Post, dans même The Gazette. Elle s'intitulait « L'enseignement et technologie, un duo prometteur ». Bonjour. Bonjour. Donc, Madame Assémian, pourquoi avoir décidé d'écrire aux médias pour supporter la technologie à l'école? Je pense que c'est un sujet qui est très mal compris et très mal vu par la population en général. Les gens disent « Oh mon Dieu, la technologie, les étudiants vont devenir paresseux, ça remplace les professeurs, etc. » Et je voulais vraiment informer un petit peu le public. Non, c'est pas le cas du tout, que la technologie a une place dans l'enseignement. Ça ne remplace pas le professeur. Le professeur a quand même son rôle. Le rôle du professeur, en fait, est très important. Mais au contraire, ça donne au professeur un outil qui nous permet de développer d'autres choses pour les étudiants, pour aider les étudiants à mieux apprendre et apprendre à long terme. Pas apprendre ce que j'appelle le perroquet, apprendre pour l'examen et oublier tout après l'examen. Alors, ça nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire pour nos étudiants avant. La technologie n'est-elle pas déjà présente dans les classes? Écoutez, technologie est présente, c'est-à-dire on parle maintenant de technologie digitale, mais la technologie a toujours existé. Vous savez, la craie puis le tableau, c'est une forme de technologie. Le livre imprimé, c'est une forme de technologie. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'on parle de technologie digitale. Donc, les ordinateurs, les tablettes, certaines écoles utilisent même les téléphones cellulaires dans les classes, etc. Les jeunes aujourd'hui, écoutez, on se promène en métro, en train, qu'est-ce qu'ils ont devant eux? Un téléphone cellulaire, une tablette. Même ce matin, je prenais le train et j'ai fait le tour des gens de tous les âges. Tout le monde a son téléphone cellulaire, la tête baissée, en train de faire quelque chose. Donc, ça fait partie de notre vie de tous les jours. De toute façon. Oui. Pour nous joindre à la conversation, on rejoint Margarida Romero, professeure agrégée en technologie éducative à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, et vous? De votre côté, vous avez décidé d'introduire ce qu'on appelle l'art du code, le coding, dans les classes. Pourquoi apprendre la programmation aux étudiants? Puis je serais tentée de reprendre, c'est sûr, le mot de notre premier ministre, parce qu'on est en 2016, mais est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. On est en 2016 et puis on a des beaux outils qui maintenant font possible que tout le monde puisse faire de la programmation. Avant, c'était un petit peu inaccessible. Il fallait beaucoup de formation. Ça restait des langages assez complexes. Et depuis quelques années, on a des outils de programmation visuelle. Et donc, ça permet de faire des codes comme si on faisait un casse-tête. Donc, c'est beaucoup plus accessible. C'est beaucoup plus... c'est possible pour des enfants à partir de 5-6 ans de faire des animations avec de la programmation. Qu'est-ce que ça apporte aux étudiants, que ce soit parce que vous avez des étudiants qui sont très jeunes et plus âgés aussi. Vous vous intéressez même aux personnes du troisième âge, des aînés. Là. Donc, qu'est-ce que ça apporte de se familiariser avec cette assez tôt ou sur le tard finalement à la programmation?
très souvent, on utilise, là, vous observiez, donc tout le monde est là, tête baissée avec son téléphone mobile. On est des utilisateurs, on est des consommateurs de technologie. On pose des questions à Google, mais souvent, ça reste comme une boîte noire. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière. Donc, qu'est-ce qu'un algorithme, où est-ce que les informations sont stockées. Donc, apprendre la programmation, c'est comprendre comment ça fonctionne. Donc, quels sont les codes, quelles sont les instructions qui sont derrière un programme informatique. Donc ça, c'est très utile, aussi bien de tout petit à plus grand, pour comprendre comment la technologie fonctionne, pour développer une citoyenneté numérique plus critique, mais aussi ça donne des stratégies de pensée qui vont au-delà de la pensée linéaire qui est habituelle, donc plus à l'écrit ou à l'oral. On peut réfléchir en organisant les informations d'une manière des processus plus optimales. Donc, on réfléchit un petit peu plus avec des méthodes informatiques, ce qui peut être utile dans différents domaines. Donc, ça rend pas, finalement, la technologie, si je comprends bien, ça rend pas forcément paresseux, peut-être, professeur Assemian? Oui. Non, c'est devenu tellement facile, la technologie, que oui, on est devenu paresseux. En fait, dans les années 70, quand il y avait de l'informatique à l'école, il fallait faire de la programmation parce qu'il fallait programmer les ordinateurs. Là, c'est devenu tellement facile que on ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, on est de moins en moins informatique. En utilisant l'informatique, on est de plus en plus des utilisateurs. Donc, aller comprendre comment la programmation fonctionne nous approcher à l'informatique d'une manière plus active. On peut être plus des créateurs du numérique et pas simplement des consommateurs. Oui, on est moins passif. Professeur Assemian, votre doctorat porté donc sur l'apprentissage et la technologie. Qu'est-ce qui a changé depuis toutes ces années? La technologie nous permet de développer des outils pour les étudiants qu'on ne pouvait pas faire avant. Par exemple, on peut aujourd'hui enregistrer notre cours, chose que je fais. Alors, les PowerPoint, je m'excuse, je me souviens pas du nom en français. Oui, on dit PowerPoint aussi. Alors, les PowerPoint, l'explication, les écritures qu'on fait sur la tablette, et ensuite on les met dans un format qu'on peut mettre sur une page web et que les étudiants peuvent après revisiter. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pouvait pas faire avant. Alors, un étudiant qui ne comprenait pas quelque chose pendant le cours, ben là, qu'est-ce qu'il faisait? Il fallait qu'il trouve le professeur pendant ses heures de bureau ou trouver un autre étudiant, ou il y en a beaucoup qui commençaient à paniquer parce qu'ils se sentaient perdus. Maintenant, on permet aux étudiants finalement de revisionner ce qui est arrivé au cours, ou en partie, ce qui permet aussi à des jeunes, à Concordia, où nous avons beaucoup d'étudiants pour qui leur première langue n'est pas l'anglais. Donc, ça enlève un niveau de stress. C'est ce que les étudiants nous disent, ce que j'ai vu d'après ma recherche, ma thèse, c'est que les étudiants disent on est plus à l'aise avec ce qui se passe dans le cours. Donc, s'il y a quelque chose qu'on comprend pas, on sait qu'on peut aller le revisiter, qu'on peut le réécouter autant de fois qu'on veut. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, c'est des outils qu'on donne, mais aussi on met les étudiants en charge de leur apprentissage. Là, ils ont la responsabilité, ils sont responsables de leur apprentissage. Ils peuvent pas nous blâmer et dire le prof il a pas expliqué. Non, il a expliqué. Tu peux aller le réécouter autant de fois que tu veux. Donc, ça les responsabilise, je trouve, un petit peu plus pour leur éducation. Oui. Plus largement que, en fait, leur apprentissage universitaire, c'est ça? Exactement. Professeur Romero, vous avez entamé une étude du développement de la compétence professionnelle d'intégration d'éthique pour les futurs enseignants par le biais justement de la programmation de robots et de jeux éducatifs. C'est une recherche-action. Pouvez-vous un petit peu nous en parler? Oui, en fait, on a à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université Laval, donc les futurs enseignants des primaires, on a un cours donc d'intégration des technologies, et ce qu'on est en train de travailler, c'est quel est l'effet de les accompagner dans l'apprentissage de la programmation créative, dans l'utilisation de la robotique, d'autres usages créatifs. Après, ensuite, sur leurs pratiques quand ils font un stage et quand ils s'insèrent dans les milieux professionnels en tant qu'enseignants en poste. Donc, c'est un travail dans lequel on voit vraiment le simple fait de faire quelques activités sur ce domaine-là,
ça démystifie, parce qu'il y a quand même une peur de qu'est-ce que la programmation, qu'est-ce que la robotique. Et c'est eux qui trouvent plein de liens avec les programmes et avec des éléments qui sont déjà actuellement travaillés en classe, mais qui peuvent être travaillés d'une manière différente, plus active avec les élèves, par les biais de la programmation créative. Et l'objectif, est-ce que c'est d'amener ça dans la classe ou qu'ils aient moins peur en tant qu'enseignants de la technologie? C'est un peu les deux, parce qu'on voit que c'est les sentiments d'auto-efficacité avec les technologies qui parfois peuvent freiner ce type d'introduction des technologies en classe. Donc, on travaille aussi bien ces sentiments d'auto-efficacité comme les stratégies de gestion de classe et d'apprentissage avec les élèves et pas uniquement tout vouloir savoir sur les domaines avant de se lancer, pour qu'après ils se sentent à l'aise de continuer à innover avec ça, mais aussi avec les technologies qui viendront peut-être dans 10 ans, 15 ans et qu'on ne connaît pas encore. Professeur Assemian, vous aidez également les enseignants à s'approprier la technologie. Vous êtes comme conseillère en apprentissage. Expliquez-nous un petit peu le rôle que vous avez à l'université. Alors, des professeurs qui veulent commencer à utiliser la technologie dans l'enseignement, qui veulent peut-être développer un cours en ligne. On a énormément de cours en ligne à Concordia. Quelqu'un qui l'a jamais fait, d'où est-ce qu'ils partent? Alors, mon rôle, là, c'est de justement consulter avec ces professeurs et d'essayer de voir qu'est-ce qu'ils font dans leurs cours présentement et comment on peut intégrer ça en utilisant de la technologie. Donc, le but, c'est pas de changer ce qu'ils font, mais de garder leur pédagogie, mais d'y ajouter la technologie de façon, en fait, de rendre le cours encore plus motivant pour les étudiants, surtout quand c'est en ligne. Vous savez, alors, il faut utiliser des outils différents si on veut faire, je sais pas, un travail de groupe, par exemple. Ben là, si c'est un cours qui est en ligne, ben les étudiants vont pas se rencontrer. Donc, il y a des outils technologiques qui permettent justement aux étudiants de travailler en groupe, à distance. Alors, c'est toutes ces choses-là. C'est une question de voir qu'est-ce qu'ils font dans leur cours, qu'est-ce qu'ils veulent garder, qu'est-ce qu'ils aimeraient changer. Parce que des fois, quand on redessine un cours, on remonte un cours, on dit, ben là, ça marche pas, j'aimerais essayer quelque chose de nouveau. Alors, c'est de voir, bon, qu'est-ce que je peux faire de nouveau ou comment je peux continuer à faire ce que je fais, mais d'une façon digitale. Alors, c'est un autre des chapeaux que je porte à l'université. Ça demande beaucoup plus de travail peut-être pour l'enseignant. Est-ce qu'il y en a qui sont encore craintifs par rapport à la technologie? Oui, il y a encore beaucoup de professeurs qui sont craintifs, c'est certain. Il y en a qui ont peur du travail que ça demande, parce que c'est un nouveau développement. D'accord? Veut pas, c'est un nouveau développement et il y a il y a des heures de travail qui doivent être réservées, exactement, qui doivent être réservées pour ça. Mais de nouveau, le support est là à Concordia. On essaie vraiment d'encourager ces professeurs et donc c'est pour ça que mon rôle a été développé pour justement aider, encourager ces professeurs dans les étapes qu'il faut suivre. Oui. Une question peut-être pour toutes les deux. La technologie, ça permet de prendre, donc on a entendu, une part active dans son enseignement, dans son apprentissage. Ça stimule et ça soutient la motivation. Mais comment réagissent les étudiants quand ils rentrent dans la classe la première fois? Peut-être professeur Romero, quand vos étudiants arrivent, comment ça se passe? Il y en a certains, ils ont un petit peu des craintes, donc ils se disent oups, peut-être ils ne sont pas sentis les plus techno auparavant. Mais justement, toutes les cours est orienté pour développer ce sentiment d'auto-efficacité et cette confiance. Donc on travaille beaucoup les valeurs, donc la valeur d'entraide, les valeurs de s'essayer, puis accepter les erreurs, apprendre par les erreurs. Donc, on accepte et puis on encourage à ceux qui se sentent en disconfort, en dehors de leur zone de confort quand on fait des activités, à les dire, et aussi à développer des stratégies d'équipe pour accompagner ceux qui ont besoin d'être plus rassurés, de se sentir à l'aise quand ils se trompent, quand ça fonctionne pas. Donc, c'est toute cette acceptation que
tout n'est pas parfait avec la technologie et puis que parfois, voilà, c'est des éléments qui ne vont pas fonctionner de la manière qu'on s'attend. Oui, mais professeur Assemian, c'est vrai, on n'est pas tous parfaitement à l'aise et tout ça. C'est ça. De mon côté, j'enseigne l'informatique, donc les étudiants qui rentrent dans nos cours ou dans mes cours sont là pour apprendre la programmation. Et je réalise que, par exemple, dans les cours de programmation, c'est comme un petit peu le cordonnier mal chaussé. Les cours de programmation, les étudiants utilisent des ordinateurs pour faire leurs devoirs, pour écrire des programmes, mais dans beaucoup de cas, on n'utilise pas la technologie pour enseigner l'informatique, ce qui est un petit peu renversé, d'accord? Oui. Exactement. Alors, c'est là où les étudiants sont toujours surpris. Justement, nous autres aussi, c'était la rentrée des classes cette semaine. On rencontre les étudiants pour la première fois. J'ai des cours de 80-90 étudiants. Donc, comment on fait pour mettre tout le monde à l'aise et que ce ne soit pas toujours les mêmes étudiants qui répondent aux questions et que les autres restent assis passivement en se disant, mais je sais que les 2-3 en avant, là, vont répondre, donc j'ai pas besoin de répondre aux questions. Alors, justement, j'ai introduit cette semaine qu'on a un système de réponse en classe qu'on va utiliser, que tous les étudiants vont répondre aux questions. Ils peuvent le faire sans avoir honte de leur réponse et d'avoir l'air un petit peu gênés parce qu'ils n'avaient pas la bonne réponse, etc. Et à chaque fois que je commence à parler de ça, le premier cours, je vois les étudiants, les yeux comme ils se réveillent, ils disent « Wow, ça va être le fun, ça va être... » Vous savez, ils ont l'habitude de pitonner. Alors pour eux, on les fait pitonner pour un manque, c'est vraiment ce qu'ils font, mais on les fait pitonner pour voir s'ils ont appris ce qu'ils ont à apprendre et pour le professeur aussi, ça leur donne une chance de vraiment évaluer sur temps réel, en temps réel, est-ce que les étudiants ont compris les notions qu'on est en train d'essayer de leur faire apprendre. Donc, les étudiants sont excités. Ils trouvent ça le fun de pouvoir utiliser de la technologie au lieu d'être là à écouter un professeur parler pendant 1h15 minutes. Donc, ça motive. Oui. Donc, ils sont actifs. Vous voyez, de nouveau, il faut qu'ils participent dans leur apprentissage. C'est pas une relation où moi je parle et eux autres écoutent. Il faut qu'ils participent dans ce qui se passe pendant le cours. Donc, parlons des outils et des technologies qui permettent ça. Vous avez parlé tout à l'heure un petit peu des enregistrements de cours. Oui. Il y a aussi des cours inversés. Oui. Donc, quels sont, je vais vous demander peut-être à toutes les deux, quels sont les 3 outils dont vous ne vous passeriez plus et pourquoi? Donc, professeur, peut-être Romero. Donc, l'un des outils dont on a du mal maintenant à se passer, c'est toute la suite Google, la suite bureautique Google Docs, Google Slides, donc pour faciliter le travail collaboratif et pouvoir écrire ensemble, documenter ensemble les pratiques donc avec les élèves. Scratch, c'est quoi, le logiciel de programmation visuelle. Qui est également gratuit et accessible à tous. Et en troisième lieu, j'aurais plus de mal à identifier parce qu'il y aurait plein d'autres, mais je vais aller pour 2 comme essentiel. Ouais. Est-ce que ça pourrait être votre téléphone cellulaire parce qu'on est tous un petit peu dépendants de ça? Oui, c'est vrai. Mais les mobiles, aussi bien tablettes que téléphones, c'est vrai. On les intégrait tellement que, c'est ou en tout cas les ordinateurs portables, les technologies mobiles pour l'apprentissage, oui. Professeur Assemian, vos 3 Les 3, je vais commencer. Je ne sais pas si je vais me rendre à 3, mais on va voir. Donc, le premier, je trouve que je ne pourrais jamais plus enseigner sans une tablette sur laquelle j'écris. Parce que là, ce qui arrive, au lieu d'écrire au tableau, j'écris directement sur la tablette qui est diffusée par projecteur. Donc, les étudiants voient exactement ce que je fais. Et la raison que je fais ça, au lieu d'utiliser un tableau avec la craie, c'est que, vous savez, quand on écrit sur le tableau, on a le dos tourné. Oui. Et pour moi, c'est très important de voir la réaction de mes étudiants quand je leur explique des notions ou je leur fais faire des problèmes, etc. Ça me permet de réagir à ce qu'ils font. Alors,
je fais face aux étudiants tout le temps. Alors, enseigner sans ma tablette où je peux écrire, ce n'est plus possible. D'accord? Donc, ça, c'est numéro 1. Oui. Numéro 2, pour engager les étudiants, comme je disais, c'était le système de réponse en classe. Surtout pour les grandes classes, ça motive les étudiants. Les étudiants sont tous impliqués. Comment ça s'appelle? En anglais, ça s'appelle des clickers. Donc, il y a différentes compagnies, mais on appelle ça des clickers. Ils ont une petite manette et les étudiants, ça peut être des choix multiples, ça peut être des réponses courtes, ça peut être des réponses numériques, dépendant de ce qu'on pose. Et les étudiants pour voter, finalement. C'est ça, c'est comme c'est ça, exactement. C'est comme un système de vote. Et je joue des jeux avec ça, d'accord? Donc, par exemple, j'ai des questions un petit peu piégé, truqué, où je sais que la moitié des étudiants vont répondre, disons, à la question B, l'autre moitié va répondre à la question C. Alors là, je dis, bon, nous avons un problème. Trouvez quelqu'un qui n'a pas la même réponse que vous. Essayez de les convaincre pourquoi votre réponse est la bonne réponse et on va revoter. Donc, finalement, les étudiants sont en train d'enseigner l'un à l'autre parce que le vocabulaire qu'eux utilisent quand ils expliquent quelque chose, bien sûr, est différent du vocabulaire que j'utilise. Donc, ça, c'est le deuxième outil où je ne pourrais vraiment pas me passer. Non. Et je suppose la troisième, c'est les logiciels qui permettent justement d'enregistrer les cours pendant qu'on donne les cours. Et je fais pas ça nécessairement pour tous mes cours, mais les étudiants, la réaction qu'on a des étudiants, c'est qu'ils apprécient. Que les cours soient en ligne et enregistrés. Exactement. Mais des étudiants, quand même, j'ai 80 à 85% des étudiants qui sont présents au cours. Donc, c'est vraiment un outil de révision que les étudiants utilisent. Oui. Ils ne restent pas dans leur sofa pour en pyjama, avec leur café à écouter. Parce que vous savez, quand ils font ça, ils peuvent pas répondre, ils peuvent pas poser des questions. D'accord? Donc, de nouveau, ça devient une relation passive avec leur apprentissage. Oui. Professeur Romero, vos thèmes de recherche sont les usages récréatifs pour l'apprentissage, donc tout au long de la vie, les jeux numériques et l'apprentissage, le développement des compétences au XXIe siècle. Vous vous intéressez aux jeunes, mais aussi excusez-moi, aux moins jeunes. Donc, parlez-moi peut-être de l'activité de conception de jeux vidéo intergénérationnels, justement pour les aînés. Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Ce sont des ateliers. Donc, une partie de ces ateliers, on les a fait justement avec des collègues à Concordia, Louise Davidson et Juliana Cucinelli. Okay. Et au fait, l'idée, c'est de dire tout le monde est capable de penser, imaginer, créer un jeu. Donc, pas faire un développement professionnel, mais faire les processus de conception. Et ces processus de conception, de création, est en soi un processus d'empowerment qui fait que on se sent plus capable d'imaginer qu'est-ce qu'il y a derrière un jeu, comment ça a été structuré, comment ça a été réfléchi. Donc, ces ateliers sont des ateliers qui sont ouverts à tous. Donc, on a eu des participants entre 7 et 75 ans. Et ils ont tous réussi à faire une équipe dans laquelle, en fait, ils avaient de personnes de différents âges, choisir un sujet qui était proche de la réalité. Donc, par exemple, dans l'une des équipes, c'était un pont à Montréal qui est en train de tomber en morceaux, donc qui est en mauvais état. Donc, ils se sont dit, on va faire un jeu là-dessus, on va situer un personnage en dessous, il faut qu'il évite les pièces qui tombent. Donc, c'est une démarche dans laquelle ils échangent autour d'un sujet qui leur est commun. Et après, ils échangent sur les connaissances autour du sujet, mais aussi de la stratégie de les mettre en place. Donc, ce qu'il en ressort, c'est que tout le monde se sent qu'ils sont capables de participer à ce processus de création et que même les résultats qui en découlent, c'est quelque chose de simple, mais d'assez intéressant pour comprendre le fonctionnement d'un jeu. C'est quoi l'avantage d'avoir une mixité d'âge, en fait? D'avoir des enfants avec des aînés? Un premier aspect, donc nous, on y est entré aussi par vouloir lutter contre les stéréotypes, donc l'idée que les personnes d'expérience sont moins habiles avec les technologies, etc., parce qu'il y a beaucoup de diversité. Comme pour les jeunes, il y en a qui sont très enclins et qui aiment beaucoup et qui veulent développer des fortes compétences et d'autres qui n'aiment pas et qui ne veulent pas rentrer. Et ça, c'est dans les différents âges. En fait, c'est pas uniquement chez les personnes âgées. Oui. Et donc, lutter contre ces stéréotypes-là. Et après, il y a des stratégies de résolution de problèmes qui sont différentes entre les plus jeunes, qui sont plus à essayer. Et c'est pas grave si ça fonctionne pas. Et puis, ils sont plus dans une démarche intuitive d'essai-erreur. Et des personnes d'expérience qui sont plus réfléchies. Donc, font plus se demander est-ce que ces technologies m'intéressent, est-ce que c'est bien correct qu'on aille. Donc, les deux stratégies sont intéressantes parce que les plus jeunes écoutent des questions qu'ils ne se posent pas. Et
les plus grands, ils voient que, en fait, on peut même essayer de casser les programmes, et puis ils voient que ça résiste. Donc, ils voient aussi qu'ils peuvent aussi s'engager un peu plus impulsivement. Donc, la technologie change la manière d'enseigner. Là, on l'a entendu. Mais quelle place la technologie devrait avoir à l'école? Peut-être toutes les deux. Peut-être d'abord, professeur Assémian. Quand vous parlez de l'école, vous voulez dire... Plus largement, pas juste à l'université, mais même aussi à la petite école, à l'école primaire, à l'école secondaire. Écoutez, la réalité aujourd'hui est qu'on a la technologie dans tout ce qu'on fait. D'accord? Que ce soit de visionner des films, à travailler, quand on va dans le milieu de travail, on a des ordinateurs, on a de la technologie. Donc, je pense que la réalité est qu'il faut vraiment sensibiliser les jeunes à l'utiliser pas juste pour s'amuser, mais que c'est un outil aussi de travail, c'est un outil d'apprentissage et que ça fait partie de leur vie de tous les jours, quoi qu'ils fassent. Donc, oui, je pense définitivement que ça a un rôle à l'école. On peut pas séparer ce qui se passe à l'école de ce qui se passe dans... Cloisonné, finalement. Exactement. Professeur Romero? Donc, oui, c'est toutes les technologies à l'école. En fait, il faut vraiment, repenser critique. Donc, se demander si on peut faire ça avec du papier. On va pas intégrer les technologies. Ça coûte de l'argent. Ça peut être obsolescent. Donc, il faut vraiment se demander si vraiment ça apporte une plus-value pédagogique. Et l'autre aspect, c'est parfois on a eu tendance à acheter la même technologie pour toute l'école de manière massive, même à plusieurs écoles. Il y a une plus grande tendance à penser à la diversité technologique, donc de dire pas avoir que des tablettes d'un seul type ou pas avoir que touches de TNI, mais diversifier, donc avoir quelques trouches robotiques, avoir des tablettes, même des différents types, donc pas associer automatiquement tablettes et iPad. Penser également à d'autres types de technologies, car après les marchés et la vie quotidienne des jeunes, il y a beaucoup de diversité technologique dans les foyers, dans les entreprises. Et puis, on doit pouvoir également développer cet aspect critique et cette liberté technologique de dire, voilà, on n'est pas que Apple, on n'est pas que open source. En fait, on connaît un petit peu les avantages et inconvénients de chacun et on montre aux jeunes qu'il n'y a pas une solution meilleure qu'une autre, mais qu'il y a des avantages et inconvénients aussi dans plusieurs solutions. Oui, il y a plein de solutions. Donc, nous étions en compagnie de Nancy Assémian, professeure à la faculté de génie et d'informatique de l'Université Concordia, et en compagnie de Margarida Romero, professeure agrégée en technologie éducative de l'Université Laval. Merci à toutes les deux. Merci. Merci. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM et en podcast sur le site de l'agence Science Presse et nous suivre aussi sur Facebook et Twitter ou alors encore nous écrire ou nous téléphoner. Donc, à la semaine prochaine. Jin Zhaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis E.T. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction